sur Niger Voice. Il est 15h10. Nous disons à nos auditeurs merci pour la fidélité. Sandy, aujourd'hui nous avons un invité spécial. Bonsoir Mohamed. Il est spécial parce que c'est compte tenu du moment. Sandy. Bonsoir Mohamed. Voilà, j'ai dit aujourd'hui nous avons un invité spécial. Il est toujours le bienvenu dans l'équipe. Bonsoir Mohamed. Bonsoir chers invités. Honneur à l'invité, à la personne de Moustapha Hima, si j'ai bonne mémoire. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je suis très honoré et puis de rejoindre le groupe. Et je vous remercie infiniment. Oui, le plaisir est toujours partagé. Et vous savez, en humanité, les êtres humains ont un devoir, c'est de servir. Exactement. Voilà. Et vous venez de découvrir Niger Voice, qui n'est rien d'autre que la voix de la diaspora nigérienne depuis les positions géographiques que vous allez découvrir avec nous. D'accord. Nous avons certains de nos représentants qui sont ici en territoire américain, ce que nous appelons communément les États-Unis. Oui. Nous avons ceux qui sont au Canada, ce qu'on appelle l'Amérique du Nord, y compris les États-Unis. Oui. Nous avons ceux qui sont en France, en Belgique, en Allemagne, et très souvent aussi, nous avons d'autres aussi en Asie. Mais pour les besoins de circonstances, nous travaillons avec l'équipe des États-Unis. Oui. Et éventuellement, nous allons, au fur et à mesure que nous évoluons, essayer donc de joindre aussi les autres points focaux afin que nous puissions travailler ensemble et puis essayer d'apporter tout ce qui est le service nécessaire pour la cohésion sociale au Niger, pour le renforcement de la solidarité au Niger et pour le respect de l'humain que nous sommes les uns des autres et pour aussi apprendre les uns des autres. Merci une fois de plus. Mohamed, vous avez l'entrée. Voilà, nous avons aussi nos grands contributeurs. Niger Voice, Mokhtar Hima, qui est là avec nous. Seini Hamani, Haroun Inchi, Maman Ousmane depuis Italie. Voilà. Sandy, nous allons parler aujourd'hui de l'actualité. Les nouvelles autorités du Niger n'arrivent pas à asseoir leur légitimité sur le plan international. Nous allons écouter le communiqué NSP. Ensuite, nous allons demander à nos contributeurs leurs commentaires. Communiqué. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, le gouvernement de la République du Niger prennent à témoin la communauté nationale et internationale quant aux agissements perfides du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, qui sont de nature à taper tout effort de sortie de crise de notre pays, le Niger. En effet, avec la complicité de la France et de deux chefs d'État francophones de la CEDEAO, le secrétaire général des Nations Unies s'est fourvoyé dans l'exercice de sa mission en faisant obstacle à la pleine participation du Niger aux travaux de la 78e session de l'Assemblée générale de l'ONU,
C'est ainsi qu'en violation de la Charte des Nations Unies, en particulier les règles statutaires d'accréditation d'un représentant permanent auprès des Nations Unies et celles régissant la tenue de sessions de l'Assemblée générale de l'ONU, M. Guterres a non seulement refusé de prendre acte de la liste officielle des délégués de la République du Niger à la 78e session de l'Assemblée générale, mais surtout a accédé à la demande fantaisiste de l'ex-ministre des Affaires étrangères, Hassoumi Massaoudou, tendant à révoquer le représentant permanent du Niger auprès des Nations Unies. La République du Niger recuse et dénonce avec force cette ingérence manifeste de M. Guterres dans les affaires intérieures d'un État souverain. Cette manœuvre de sape participe d'une logique de privatisation des relations diplomatiques, consistant à un deal cynique et entre copains pour faire taire la voix de la vérité et du bon sens au détriment du Niger et de son peuple. En ce qui concerne la France de Macron, elle ambitionne désespérément de délégitimer et d'isoler le gouvernement du Niger en s'opposant à la prise de parole de nos dignes représentants dans cette instance mondiale, pour non seulement sensibiliser la communauté internationale sur le système de prédation néocoloniale qu'elle a mis en place au Niger avec la collaboration des renégats du régime déchu, mais également pour apporter les éléments de preuve quant à son soutien actif aux groupes terroristes qui menacent la sécurité du Niger et de l'ensemble du Sahel. Pour M. Guterres, il s'agit de soutenir ses amis nigériens de longue date, de l'international socialiste, c'est en intelligence avec l'acharnement de la France et de l'Union européenne à punir coûte que coûte le Niger et son peuple pour leur choix patriotique. Quant aux deux fugitifs, les ex-ministres Hassoumi Massaoudou et Al-Kash Al-Hada, il s'agit de trouver le prétexte et les soutiens au niveau international pour se soustraire à la justice nigérienne, devant laquelle ils devront pourtant impérativement répondre de leurs crimes et des actes de haute trahison commis à l'endroit du Niger et de son peuple. En tout état de cause, le CNSP et le gouvernement, forts du soutien indéfectible du peuple souverain, tiennent à rassurer les Nigériens de leur ferme détermination à défendre résolument les intérêts vitaux du Niger. Fait à Niamey le 22 septembre 2021. Voilà, et je disais tout de suite qu'il semble que les nouvelles autorités du Niger n'arrivent pas à asseoir leur légitimité au niveau international. Et donc, nous venons d'écouter ces communiqués. Nous allons vers Mokhtar Hima. Mokhtar, comment expliquez-vous cela? Oui, merci Mohamed, merci tous les contributeurs. Bon, comment expliquer cela? C'est une politique de deux poids, deux mesures que nous vivons présentement concernant la situation actuelle du Niger. Comparé, vous m'entendez bien là? Oui, très bien. Parce que j'ai l'impression que quelqu'un n'est pas sur mute. Si la personne peut se mettre sur mute, ça évitera les échos pour les auditeurs en général. Donc, je disais qu'il y a une politique de deux poids, deux mesures dont nous faisons l'expérience. Si on compare la situation du Niger à celle d'autres pays. Parce que bon, les coups d'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau dans la vie de nos nations, surtout sur le continent africain et en particulier les anciennes colonies françaises. Donc, et on voit bien que depuis le coup d'État qu'il y a eu le 26 juillet dernier, la France et ses alliés s'acharnent à nier cette situation de fait et ils organisent donc un complot au niveau régional et au niveau international pour justifier une invasion militaire du Niger et s'aimer le chaos qui leur permettront donc de rester indéfiniment dans la zone. Parce que c'est de cela qu'il s'agit.
Sinon, c'est tout à fait aberrant quand on voit bien que pendant qu'ils engageaient la polémique contre le Niger, il y avait eu un coup d'État encore au Gabon. Mais curieusement, et la France et ses alliés et les puissances internationales et leurs organisations de SAP, incluant l'Organisation des Nations Unies, n'ont rien à objecter contre la situation du Gabon, les nouvelles autorités gabonaises de fait aussi. Donc, c'est vraiment très clair ce qui se passe. Ces puissances internationales, ce qu'elles font d'habitude, c'est d'agir dans leurs intérêts. Et souvent, nous refusons donc de voir cela. Il s'agit juste de leurs intérêts. Et quand des situations ne s'y prêtent pas à garantir la préservation de leurs intérêts, ils s'en foutent vraiment des mêmes textes, des mêmes organisations qu'ils utilisent pour nous... Donc, c'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Sinon, même du point de vue de la crise actuelle avec l'Organisation des Nations Unies, qui a suscité la réaction prompte du CNSP, il est quand même évident que, selon même la Charte des Nations Unies, que les membres de l'organisation doivent s'abstenir quand même dans leurs relations internationales à recourir à toute forme de menace ou d'emploi de la force contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État. Donc, si on parle bien de l'indépendance politique de tout État, donc c'est une question interne au Niger. Le Niger a le droit de désigner ses représentants. Et aujourd'hui, le gouvernement légitime que nous avons au Niger, c'est le gouvernement de fait issu d'un coup d'État. Et ce gouvernement-là, qui est responsable de la conduite de la politique de l'État, peut désigner les représentants devant n'importe quelle organisation. Bon, et aussi, je peux dire que c'est un droit que le CNSP a fait cas de l'article 100, qui a été violé aussi par le secrétariat général, puisque eux, dans l'accomplissement de leurs tâches, ils ne doivent pas se laisser influencer par un gouvernement extérieur ou une quelconque organisation. Ils doivent conduire les affaires de l'Assemblée de façon indépendante, ce qui n'est pas le cas dans cette situation-là. Parce que, bon, des personnes tierces, déchues de leur pouvoir, s'agitent et cela est pris en prétexte pour refuser au Niger de siéger à l'organisation. Ça, c'est vraiment les faits tels qu'on doit les voir. Maintenant, c'est sûr qu'on peut avoir des personnes qui ne comprennent pas ou qui sont très soucieuses de ce qu'on peut appeler l'ordre de ces organisations-là et qui voudraient, par conséquent, tenter de justifier ou de donner raison à la position des Nations Unies. Donc, moi, je trouve que cette position est complètement aberrante et elle est contre les droits de notre pays. Et ça s'inscrit aussi en faux contre l'indépendance des pays à gérer de façon autonome leur situation politique. Donc, moi, je pense que cette déclaration du CNSP est à point. J'aurais même voulu que, en plus de la déclaration, qu'elle rappelle systématiquement le ministre des Affaires étrangères a quitté à l'Assemblée et puis a regagné le Niger. Donc, je vais vers notre invité, aussi c'est Moustapha Ima. Moustapha. Oui, merci. L'ancienne puissance coloniale, la France. Oui. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est elle qui est derrière tous ces agissements-là? Bon, je vous remercie. C'est un honneur pour moi de rejoindre d'une part le groupe et de rejoindre cette session de débat, d'échange, puis discuter un peu sur la situation au Niger. Avant de revenir sur l'ingérence du pays colonisateur du Niger, qui est la France, avant de venir par là, il faudrait faire un petit rappel du lendemain déjà de l'annonce du coup d'État. Si je prends le cas
l'Occident, en particulier la France et certains pays de l'Union européenne, n'ont pas attendu 24 heures pour se prononcer. Et quand on suit un peu ce qu'ils ont dit, si nos mémoires sont fraîches, ils ont parlé de situation socio-politique tendue au Niger. C'est ce qu'ils ont dit. Or, le Niger n'était pas dans ce cas-là. Parce que pour parler d'une situation socio-politique tendue dans un pays, cela sous-entend à inclure des clivages économiques, religieux, culturels ou idéologiques qui génèrent souvent des conflits et des mécontentements. On n'était pas arrivé à ce stade-là. Mais là, déjà, ils ont pris tous ces éléments pour inculquer sur le Niger. Ça, c'est les 24 heures qui succédaient les événements de la prise du pouvoir par les forces armées nigériennes. 48 heures après, le discours a changé. Et vous savez, ces gens, c'est une stratégie de propagande, une stratégie de communication pour voir réellement quel est le niveau des adversaires qui sont en face. Pour eux, les adversaires qui sont en face, c'est pas le Niger, c'est les membres du CNSP. Donc, en disant qu'il y a une situation socio-économique tendue au Niger, ils se sont rendus compte que finalement, ça n'a pas de sens. Parce que tous ces éléments qui doivent inclure une situation socio-tendue dans un pays ne sont pas inclus au Niger. Ils ont changé de langage 48 heures après. Bien sûr, avec leur pantin, que ce soit nigérien ou de l'extérieur, surtout nigérien, qui ont donné une autre version de l'événement, en expliquant que non, que c'est un coup de gueule de général Tchani, parce que tout simplement, il était sur le point d'être débarqué du commandement de la garde présidentielle. Donc maintenant, ce n'est plus une affaire de défense du territoire, ce n'est plus une affaire de coup d'État, non, c'est une affaire entre personnes. Maintenant et après, il parle de quoi? Il parle d'otage. Et l'otage qui a commencé à dire que le président déchu a été pris en otage, c'est la France. Et ce n'est qu'en ce moment précis, 72 heures après le coup d'État, que la France a pris le relais. Maintenant, pour revenir sur l'intervention ou l'ingérence de la France, ça se comprend. Un enfant que tu gifles et tu lui demandes de ne pas pleurer, ou à qui tu donnes une sucette, au moment où il commence à prendre goût de la sucette, tu lui arraches la sucette, sa réaction serait quoi? Sa réaction serait de pleurer. Donc, la réaction de la France, c'est vrai, c'est leurs propres intérêts. Et leur intérêt, c'est quoi? Les gens parlent d'or, les gens parlent des autres matières premières du Niger. Non, c'est du uranium. C'est ça, leur ingérence. Maintenant, pour revenir aux autres pays de la CEDEAO, il y a certaines choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Alassane Ouattara, il a des intérêts commerciaux au Niger. Ce n'est pas des intérêts politiques. Tout ce beau monde-là, que ce soit Talon, que ce soit Ouattara, que ce soit, comment dirais-je, Macky Sall, mais ils ont tous des contrats au Niger. Ils ont des contrats. Ce n'est pas le Niger qui les intéresse, ce n'est pas Bazoum qui les intéresse, mais par contre, c'est la préservation de leurs contrats qu'ils ont signés avec ce régime-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire un blackout total sur le Niger. Mais pourquoi on n'entend pas la voix des Ghanéens? Pourquoi on n'entend pas la voix des Libériens, des Sierra-Léonais, des Togolais? Pour la simple raison que ces gens n'ont pas trouvé des pantins politiques au Niger. Parce qu'il faut se dire certaines choses que le Alassane Ouattara, il a ses sociétés. Talon, c'est un ancien homme d'affaires. Donc, c'est juste, tout simplement, moi je l'ai toujours dit, ne regardez pas une histoire d'attaque militaire de tout ce qui s'ensuit. La France défend ses arrières, tout à fait normal. Il n'est pas ami ni de Ouattara, ni des autres présidents, non. Il a pris des pantins, il les a mis à côté de lui pour défendre ses propres intérêts et l'uranium.
Parce que, quel qu'en soit ce qu'on peut dire, c'est mieux que l'Iranien pour leur intervention. Maintenant, pour les autres, ils ont trouvé la France devant. Ils vont défendre leurs propres intérêts, qui sont des intérêts de business. Ce n'est pas des intérêts politiques. C'est des intérêts de business. Ça, beaucoup de Nigériens ne le savent pas. On fouille les dossiers à Niamey, vous allez trouver plein de contrats. Les factures certifiées du Niger qui ont été imposées, c'est une société étrangère qui l'avait signé. Maintenant, pour revenir, bien sûr, à la réaction du CSP au sujet de la session, du 72e session des Nations Unies, il y a une chose qu'il faut comprendre. Il y a une chose qu'il faudrait comprendre. Monsieur Sangaré a été nommé en tant que représentant permanent du Niger aux Nations Unies en mars 2023. Il a été nommé ministre des Affaires étrangères de la coopération du Niger après le coup d'État en juillet 2023. Mais, logiquement, l'État nigérien doit envoyer une correspondance. Peut-être que je peux être contredit par quelqu'un d'autre dans le débat. De par ce que je sais, l'État nigérien doit envoyer un document, une lettre pour dire qu'il rappelle pour consultation le représentant permanent. Si ma mémoire est bonne, je crois qu'ils ont mis fin, comment dirais-je, aux fonctions de l'ambassadeur du Niger aux États-Unis. Au lendemain du coup d'État, je crois qu'il doit être 4 ou 5 ambassadeurs. Et en ce moment-là, ils écrivent pour rappeler le monsieur Sangaré. Et en même temps, notifier au secrétariat général des Nations Unies, comme quoi ils vont le retenir pour la simple raison qu'ils ont besoin de lui dans le pays. Maintenant, écrire une autre lettre pour mettre quelqu'un à sa disposition. Vous voyez. Mais là, il cumulait les deux postes. Peut-être que s'il sera là, il va nous expliquer exactement comment est-ce qu'ils ont procédé jusqu'à arriver à cet incident malheureux. Est-ce qu'il cumulait les deux postes à la fois, représentant du Niger aux Nations Unies et ministre des Affaires étrangères? Là, il va nous l'expliquer peut-être parce que, bon, il y a certains éléments que nous ignorons. Et il nous dira exactement quelle a été la situation. Maintenant, le gouvernement nigérien a répliqué par le communiqué suite au refus de la délégation au niveau de la session. Mais là où, je parle maintenant sur le plan communication, en principe, la France n'appartient pas à Macron. Ouais. Si on veut parler de Macron, on parle de Macron. Si on veut parler de la France, on parle de la France. La France à mon avis, ils sont partis très vite en besogne, sans analyser ce qu'ils vont dire. Ils n'ont pas besoin de citer le nom de Macron. Ils peuvent citer le nom de Macron dans le copinage qu'il a peut-être avec l'ancien régime, comme ils l'ont fait avec Guterres. Ils ont dit que Guterres, c'est une question d'amitié. Ils peuvent parler en prononçant de nom, mais ils ne peuvent pas dire la France de Macron. Non, la France n'appartient pas à Macron. Macron, c'est Macron, la France, c'est la France. Macron part, la France reste. Le régime n'est pas parti, le Niger est toujours là. Donc, moi, je crois qu'à ce niveau-là, il faudrait que le CNSP et le gouvernement canalisent leur communication. Il faut qu'ils canalisent leur communication. Parce qu'ils font l'amalgame entre une communication en temps de crise et une communication en temps d'urgence. Et qu'à ce niveau-là, il faut qu'on arrête. On n'est plus dans le système de communiqué numéro 1, communiqué numéro 2, communiqué numéro 3. Non. D'accord. Maintenant, si c'est sur le plan sécuritaire, le porte-parole du CNSP peut prendre la parole, faire certaines informations, données de communication. Et pire encore, mes chers frères, pire encore, toutes les communications de gouvernement de transition, c'est sur les réseaux sociaux que les gens ont l'info. Est-ce que vous trouvez ça normal? Non. Moi, je pense que, pour finir, parce qu'il y a les autres, on va continuer le débat. Pour en finir, la réaction du CNSP par rapport au refus de la délégation nigérienne, cette réaction, elle est légitime. Je la trouve légitime. Mais il faudrait quand même que, dorénavant, qu'ils essaient de maîtriser
de se maîtriser eux-mêmes, de maîtriser leur communication. On ne peut pas répondre, un État ne peut pas répondre du tic au tac à un autre État. Parce que eux, quand ils communiquent, ils réfléchissent avant de communiquer. Mais nous, on ne peut pas aller du tic au tac. On ne peut pas aller. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même que nous essayons quand même de voir un peu les feuilles de communiqués que nous allons faire. Maintenant, pour des communications politiques de ce genre-là, c'est de prendre un porte-parole du gouvernement. Un porte-parole du gouvernement. Mais il est vraiment primordial, pour en finir, il est primordial, vraiment primordial, que le CNSP et le gouvernement réfléchissent sur un plan de communication global de toutes leurs actions et leurs stratégies à doivent mettre en place. Merci. Voilà. Je vous remercie. Merci, Mokhtar Hima. Sandi Abdoulaye. Mohamed, bonsoir. Bonsoir, Voilà. chers invités. Sandi, je vais juste, cette question-là, je vais vous le poser. Nous avons vu le président d'un pays ami et les représentants aussi des pays voisins qui ont intervenu aux Nations Unies, qui sont tous ici quand même des coups d'État. Et pourquoi pas le Niger? Qu'est-ce qu'il y a fait? Pourquoi pas le Niger, Sandi? Bien, merci. En réalité, le scénario auquel nous faisons face à l'état actuel des choses, à travers, si vous voulez, le discernement, à travers les analyses, à travers les préoccupations, c'est une manière de dire que la structuration des Nations Unies aujourd'hui est en train de s'effriter. Un effritement à l'horizon qui se dessine pour des raisons que je vais évoquer au cas par cas. Les Nations Unies, selon sa charte, c'était pour permettre au peuple de s'affirmer, de parler de leur autodétermination, de parler, comme on a coutume de le dire, à travers les différents médias ou bien les différents canaux dont nous disposons, parler de souveraineté, parler de tout ce qu'on peut prétendre qui va dans le sens de la fierté et de la dignité d'un peuple donné à travers le globe terrestre. Aujourd'hui, le constat est aléatoire. Aléatoire au sens où on se pose la question de savoir la notion du droit international, les instruments juridiques, quel que soit le niveau du système des Nations Unies. Et il va falloir que nous essayions de voir de fond en comble. Est-ce réellement ces instruments restent et demeurent les moyens à travers ou les canaux à travers lesquels les États qui participent à cette Assemblée générale peuvent se prévaloir de dire qu'il y a une question d'égalité. Donc ici, la notion d'égalité en train donc de s'évaporer, en train donc de quitter ce qui est souhaité, c'est-à-dire cette notion où on prétend dire que le droit dispose de ceci, force reste à la loi. Tout ça là aujourd'hui en train de devenir comme des souvenirs, c'est-à-dire c'est des choses qui sont en train d'aller, on est en train de renvoyer au calendrier grec, c'est-à-dire dans le dépotoir, dans les poubelles. C'est-à-dire l'humanité nous questionne, l'humanité nous interpelle par rapport à notre périple, par rapport à notre cheminement. Est-ce que réellement, nous pensons que, étant des États, nations ou des États, est-ce réellement nous sommes en train d'œuvrer dans le sens de la restauration de la dignité de nos peuples? Et si oui et si non, quels doivent être les différents mécanismes à mettre en place pour un futur proche ou bien pour un futur lointain, afin que cette humanité puisse retrouver ses lettres de noblesse, c'est-à-dire sa dignité, le respect. Aujourd'hui, donc, c'est pourquoi souvent nous avons des expressions que nous empruntons qu'on appelle le double standard. Donc, nous voyons qu'il y a un phénomène de double standard qui s'affiche dans ce qu'on appelle les communications, dans les rapprochements, dans les échanges, et ce qui nous amène à comprendre que désormais, aujourd'hui, la véritable réflexion est recentrée autour de la question du droit international, de la communauté internationale.
Quelle est cette communauté internationale? Quelles sont ses prérogatives? De quoi est-ce qu'on peut prétendre dire que la communauté internationale a le droit d'exercer ou d'empêcher ou de permettre à moi ou à toi, à quelqu'un d'autre, à un État parti, de pouvoir participer et de ne pas participer? Aujourd'hui, c'est ça la substance autour de laquelle la réflexion doit être recentrée. C'est autour de ça que nous devrons revenir pour comprendre ce que nous appelons, entre guillemets, les enjeux, les différents enjeux du présent et du futur. Est-ce que réellement aujourd'hui ce monde-là, et c'était ce monde-là au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, qui est censé redonner aux citoyens de peuple, aux citoyens de tous les pays respectifs, de pouvoir vaquer à leurs occupations, de pouvoir se sentir libres, indépendants. Donc, nous sommes dans ce qu'on appelle le compte à rebours. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou pas, au refus et au mépris de ne pas s'intéresser à cela nous amène à dire que la nature va s'imposer à nous. Et la nature va nous dicter un code de conduite qui peut être brutal, comme peut être aussi modeste, peut nous permettre aussi de nous retrouver dans la quête de la sagesse, de la dignité de nos peuples respectifs. Ou au demeurant, dans la brutalité, peut nous amener aussi à disparaître et seuls ceux qui sont restés debout peuvent se retrouver, comme on le dit souvent, après le déluge. Donc, il y aura un groupuscule d'individus au nom de la nature et au nom de la dignité des peuples peuvent se retrouver et puis aller dans ce qu'on appelle la réforme de nos sociétés et aller aussi dans le rétablissement de la dignité de l'être humain. C'est très profond ce qui est en train de se passer. Ça fait partie de l'ordre de la mystique, ça fait partie de l'ordre de l'histoire, de la légende, mais également aussi de la transformation des sociétés parce que les psychologies sont perturbées. Les individus que nous sommes, à travers nos psychologies, nous sommes perturbés. Alors que c'est le moment idéal de nous retrouver, de s'asseoir et de dire que fondamentalement, c'est soit périr ou bien ce soit vivre. Et je pense que en tant qu'optimiste que je suis du côté donc du fait que nous allons, nonobstant les obstacles, nous allons affranchir ces obstacles et puis retrouver en tout cas un nouveau souffle, un nouveau départ et de nouvelles communautés qui vont se donner la main pour le respect de l'être humain que nous sommes et de travailler ensemble avec effectivement des barrières que nous allons désormais, au nom donc de ces sociétés, de respecter et de se fédérer pour le respect de l'humanité. Je vous remercie. Voilà, je vais en Italie pour rejoindre notre grand contributeur, Maman Ousmane. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir chers auditeurs. Donc, par rapport à la situation que nous vivons actuellement au Niger, n'est-ce pas, face, n'est-ce pas, à cette question de légitimité au plan international dont souffrent nos autorités, moi, je ne dirais pas que c'est une question de, n'est-ce pas, qu'on doit prendre à la légère. Effectivement, quand on regarde tout ce qui s'est passé depuis les événements, on comprend bel et bien que la France, cette fois-ci, le coup d'État lui a échappé, n'est-ce pas, du début de sa préparation jusqu'à son exécution. Donc, raison pour laquelle la France estime que ses intérêts seront menacés, ne connaissant pas effectivement les auteurs, ils ne sont pas leurs amis, alors que déjà, ils ont signé des engagements internationaux avec l'équipe qui a été déchue. Donc, cette peur a contraint l'Élysée, n'est-ce pas, à réagir automatiquement en condamnant le coup d'État et à ne pas reconnaître, n'est-ce pas, les nouvelles autorités. Mais nous, ce qui nous réjouit en tant que peuple nigérien, le peuple a acté le coup d'État, il a donné, n'est-ce pas, un feu vert aux nouvelles autorités. Moi, ce que je vois que nos autorités doivent considérer comme étant une légitimité. Parce que la légitimité nationale, c'est celle qui donne une certaine légitimité
au plan international. Donc, si aujourd'hui, des nations, n'est-ce pas, comme la France et d'autres nations, à travers leurs représentants, c'est-à-dire certains présidents qui s'agitent au nom de leurs intérêts, comme l'a signalé notre camarade, c'est-à-dire le peuple africain, le peuple nigérien doit comprendre cela. C'est-à-dire que ce n'est pas ces différents peuples de ces différents pays qui s'opposent, n'est-ce pas, au coup d'État du Niger ou bien à nos nouvelles autorités. C'est effectivement ces quelques individus au nom de leurs intérêts qui sont en train de faire obstruction à toute démarche dans le progrès, n'est-ce pas, du Niger. Quand on revient par rapport à ce qui s'est passé aux Nations Unies, les Nations Unies, dans leur réponse à la déclaration, n'est-ce pas, de nos autorités face au refus qui a été constaté, ils disaient que, voilà, les Nations Unies ont reçu 2 demandes. Mais ça, le fait de recevoir 2 demandes, ça voudra dire qu'ils ont du mépris par rapport au peuple nigérien. Étant donné que dans un premier temps, ils ont reconnu et ils ont envoyé même leurs représentants à Niamey, n'est-ce pas, pour rencontrer les nouvelles autorités. Déjà, ça, tout le monde l'a vu. Et puis, une seconde fois, ils ont rencontré encore, ils ont demandé aux nouvelles autorités de laisser un corridor de sécurité pour amener une aide humanitaire. On ne sait pas ce qu'il y a même dans cette aide. Voilà. Donc, maintenant, venir dire que voilà, on a reçu 2 demandes, c'est du mépris. Si dès lors vous reconnaissez que déjà il y a des nouvelles autorités, ça voudra dire que même si les autres viennent par leur canal faire une demande pour annuler quoi que ce soit, ou bien vous ne devrez pas les suivre dans cette démarche. Ça voudra dire que les Nations Unies ont joué une sorte de confusion à leur niveau, n'est-ce pas? Et c'est normal que nos autorités dénoncent cela, n'est-ce pas? Donc, quand on regarde aussi la France, à travers ses autorités, n'est-ce pas, sont en train de nier carrément les autorités nigériennes. Mais on ne comprend pas pourquoi. Ils ne veulent même pas donner les raisons fondamentales. Parce qu'ils doivent comprendre que si toujours ils vont continuer à pousser, n'est-ce pas, nos États africains, à les coincer de cette manière, à les mépriser. Et puis par ailleurs, ils disent que bon, c'est la Russie qui est en train de manipuler. Mais c'est normal. Quand quelqu'un te coince, quand quelqu'un ne veut pas de toi, ou bien ne veut pas comprendre ta démarche, c'est normal que tu regardes de l'autre côté. Donc, c'est ce qui contraint effectivement aujourd'hui, qui fait qu'aujourd'hui, les Africains ont un sentiment, n'est-ce pas, de remords par rapport à la France. Et non pas par rapport aux Français, mais par rapport aux autorités et à la politique française. Voilà ce que je peux dire pour le moment par rapport à cette situation. Merci. Voilà, merci, M. Maman Ousmane. Je vais retourner à notre invité Mokhtar Hima. Mokhtar Hima, donc en vous écoutant, c'est comme si le Niger est victime de ses richesses naturelles. Oui, mais ça, c'est une situation de fait au-delà même donc, de l'uranium, en tant que population, en tant que culture, et aussi compte tenu de notre position géostratégique. Et ce n'est pas... ça, c'est une dynamique que nous connaissons depuis des siècles, compte tenu de l'exploitation de nos régions et les intérêts du capitalisme international et leur volonté à s'accaparer de nos richesses minières en particulier. Et la manière dont, après les indépendances, dans le cadre des rapports néocoloniaux, on fait en sorte que les multinationales puissent contrôler l'exploitation de nos ressources à nos dépens et à leur profit, et aussi leur compréhension et complot
à nous diviser constamment pour nous maintenir dans un état de domination et affaiblir donc nos États, que ce soit politiquement, et les affaiblir aussi militairement, et en faisant obstacle à toute organisation militaire fiable, et en les déstabilisant aussi à titre de distraction. Et souvent, même sous le couvert de vouloir rétablir l'ordre après avoir, sur le désordre qu'ils ont créé, et à l'image des activités terroristes qu'ils soutiennent, entretiennent et nourrissent dans le Sahel. Donc, je pense que toute cette supercherie-là, la nouvelle génération comprend ça profondément. Et après ce ras-le-bol-là, décide vraiment de créer un nouvel ordre. Parce que bon, la nouvelle génération qui n'a pas connu l'ère des indépendances, qui n'a pas connu la colonisation, et donc, qui a une vision globaliste de ce monde, avec le niveau d'accès à l'information et aussi leur détermination vraiment à affirmer leur souveraineté. Donc, il y a une nouvelle dynamique qui se crée et la jeunesse africaine n'est plus prête à se laisser exploiter, dominer et rabaisser comme elle fut pendant des siècles. Donc, et les Occidentaux, les forces impérialistes et néocoloniales ont du mal à s'adapter. Bon, mais ça, c'est un processus qui est enclenché et il n'y a pas de retour en arrière. Et vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand même, il y a une prise de conscience qui se fait. Et dans nos pays, où pour une fois, on a compris que nous n'avons d'autre choix que d'agir ensemble et à créer un espace vital, à l'image de l'Alliance des États du Sahel, par exemple, où déjà, en jetant les bases d'une coopération militaire vraiment très renforcée, et on se donne les moyens, ultimement, certainement, de créer une fédération, je le souhaite bien, qui sera bien d'ordre politique, économique, etc. Donc, les Occidentaux et les multinationales s'inquiètent, évidemment, à travers leur gouvernement. Ils vont faire tout ce qui est de leur possible pour se maintenir. Et c'est ce que nous devrons comprendre. C'est vraiment une question, l'enjeu essentiel, c'est les rapports d'intérêt. Et c'est à nous de comprendre, est-ce que nous allons continuer à nous maintenir ou laisser louvoyer pour maintenir ces rapports, donc on a dominant-dominé, ou alors nous allons quand même, au bout des sacrifices, leur imposer de s'asseoir sur la table pour qu'on ait ces rapports gagnant-gagnant. Je pense qu'en Afrique, nous avons toujours été ouverts donc dans nos approches avec les autres peuples du monde, vraiment, donc avec humanité, nous avons été capables de nous asseoir avec eux. Et si l'Europe, l'Occident de façon générale, le veut entretenir des rapports gagnant-gagnant avec nous, je pense que cela est possible. Mais dans le cadre conflictuel actuel, armé, certainement qu'ils feront des dommages, ils pourront créer le chaos, mais ils ne pourront pas nous gouverner et nous dominer comme ce fut le cas pendant des décennies ou des siècles. Tout à fait, justement. Et donc, je vais aller vers notre invité, Moustapha Hima. Vous venez de parler de fédération. Moustapha, nous venons de voir le Mali et le Burkina Faso n'ont pas hésité à apporter leur soutien au Niger, leur appui politique et militaire au Niger. N'est-ce pas une façon de tourner la page à la CEDEAO? C'est fini? Effectivement, voilà, effectivement, c'est-à-dire que ces deux pays, à n'en point douter, demeurent toujours dans la sous-région les alliés indéfectibles du peuple nigérien. On voit leur soutien, la création, bien sûr, de l'espace Sahel qui a été créé entre ces trois pays est une solution de visure. Et ils n'ont pas empêché ces deux pays, ils n'ont pas empêché d'intervenir au nom du peuple nigérien à l'Assemblée générale du 72e des Nations Unies. Ces gouvernements ont pris une large explication
et condamner au passage ces Occidentaux et leurs pantins de la communauté économique ouest-africaine. Ils les ont fustigés de tous les mots, en place et lieu des représentants du Niger qui ont été interdits d'accès à cette Assemblée générale. Ça, on tient quand même à les remercier, à les féliciter, parce qu'ils ont répondu présent au nom du Niger à cette Assemblée générale. Maintenant, quitter la CEDEAO, c'est possible. Le Niger n'est pas né avec la CEDEAO. Le Mali n'est pas né avec la CEDEAO. C'est des États qui étaient là avant la création de la CEDEAO. Vu les réactions fascistes de certains membres de la CEDEAO, c'est dans la logique, après la création de cette alliance de l'espace Sahel, de projeter purement et simplement de partir de la CEDEAO. Et cela est possible. Cela est possible. Dans aucune constitution de ces trois pays, il a été indiqué que le pays est dans l'obligation, dans la charte, je parle bien des constitutions, d'être à vie avec la CEDEAO. Qu'on me dit dans quel passage ou article d'une constitution de ces trois pays ça existe. La CEDEAO, c'est une association. Ça ne t'intéresse pas, voilà, tu ne peux plus continuer dans la politique de cette association, tu quittes l'association et tu crées ta propre association. Voilà. Il n'y a pas une histoire juridique dans cette affaire-là. Dire que la CEDEAO, les trois pays qui vont quitter vont être traduits devant les juridictions, ça n'existe pas. Même dans le code civil ni dans le code pénal, c'est une association. Quand tu quittes une association, tu crées ta propre association. Donc, c'est quelque chose à prévoir à long terme. Mais pour revenir maintenant à l'agissement, bien sûr, des Occidentaux, parce que souvent, beaucoup de gens pensent que c'est les Occidentaux, en l'occurrence la France, qui influencent la CEDEAO. Non, de l'autre côté, je reviens encore sur des intérêts personnels de certains chefs d'État de la CEDEAO. Pour leur propre intérêt, ils ont dû faire appel à la France pour que la France également soit complice sans que la France ne cherche. Or, la France, en train de voir que ces trois États vont faire une pression géopolitique à l'avenir, qu'il risque, lui, de perdre. Parce que les pressions géopolitiques vont directement atteindre à l'intérêt stratégique de la France. Ça peut également influencer la reconnaissance de ces trois États de certaines conventions et de certains accords signés entre eux et la France. Donc, de facto, un coup d'État de trop, c'est trop pour la France. Donc, la seule chose qu'il faut faire, ne reconnaissons pas la légitimité de ce troisième coup d'État-là. Mais reconnaissons le deuxième coup d'État qui a intervenu en Afrique centrale. Après le Tchad, c'était comment dirais-je, c'était le Gabon. Mais le Niger, quand on regarde un peu le schéma géopolitique de la bande saharo-saharienne, mais le Niger est en position stratégique terrible pour l'Occident. Absolument. Perdre le Niger, il est inadmissible pour la France. Bien entendu, mon frère Mokhtar tout de suite parlait dont c'était notre frère de l'Italie qui parlait tout à l'heure que la France n'a pas été impliquée ni de près ni de loin des préparatifs du coup d'État. Mais le coup d'État de Kounché en 1974, il y avait les Gobi qui étaient au Niger. C'était les militaires français qui étaient dans le camp Bakaji Iya. Mais quand Kounché faisait son coup d'État, la France n'était pas au courant de ça. Le lendemain, déjà, il a demandé
à ces troupes-là de prendre leur clic, leur claque et puis quitter le territoire nigérien. Ça a été fait. Parce qu'en ce moment-là, les intérêts français sont préservés. Mais là, c'est une nouvelle vision de la géopolitique. C'est une nouvelle vision de la coopération nord-sud qui est dénoncée par ces trois pays qui constituent quand même un pôle important. Et souvent, on parle également de la déstabilisation de la Libye et on parle de tout ça. Mais cette bande saharo-saharienne était déjà déstabilisée dans les années 70 par l'éclosion d'un certain nombre de groupes rebelles. Et effectivement, quand on regarde un peu dans le passé, il y a eu quand même l'ingérence de certaines associations occidentales, telles que France Liberté, qui alimentaient les soi-disant des minorités. Mais cela n'a pas perduré. Parce que tout simplement, en ce moment précis, en cette période-là, les intérêts français sont là. Il y avait la Cominac, c'était Kojima. Donc les intérêts ne sont pas touchés. Mais aujourd'hui, les donnes ont changé. Les donnes ont changé. Il y a une prise de conscience au niveau du peuple. Des peuples africains et surtout de l'Afrique de l'Ouest, de cette bande saharo-saharienne. Donc moi, à mon avis, aujourd'hui, c'est-à-dire il faut voir la situation de ces trois pays dans leur fond. Parce qu'il ne faut pas qu'on parle des faits. Il faut qu'on a parlé des faits, mais les faits sont là. Mais il faudrait que nous réfléchissions maintenant sur les fonds. Le fond est simple. Ces trois pays font une pression géopolitique face à l'Occident. Point tiré. Point. C'est une pression géopolitique parce qu'ils sont en train de le sentir. Il y aura une pression géopolitique. Et cette pression géopolitique de ces trois pays-là, en signant cette alliance-là, aura directement un impact négatif sur les intérêts stratégiques des pays occidentaux. Donc, c'est tout à fait normal qu'ils disent qu'ils ne reconnaissent pas, parce que quand on suit, c'est dans la logique des choses, qu'ils ne reconnaissent pas les autorités à l'heure actuelle de notre pays. Mais moi, je pense, à mon avis, pour conclure, j'insisterai sur cette pression géopolitique, d'accord, qu'est en train de sentir la France, parce que cette pression aura un impact négatif sur les intérêts stratégiques de ce pays-là. Voilà ce que je voulais ajouter. Donc, Mokhtar Moustapha Hima, vous le connaissez, journaliste de profession. Moustapha, on va vous donner quelques secondes juste de nous parler de votre magazine. Vous avez un magazine, je crois que publié. Oui. Effectivement, dans mes différentes activités, c'est vrai, j'ai créé le magazine Afrique Actuelle, dont je suis le directeur général, propriétaire, Afrique Actuelle, qui a comme ligne éditoriale, bien sûr, les analyses, les enquêtes, et puis sur le plan politique, économique, sur le plan social. Donc, voilà notre ligne éditoriale. Donc, le magazine, il est ouvert. À l'heure actuelle, nous sommes aux 262 exemplaires. Comment dirais-je, voilà. Et bon, c'est tiré à plus de 10 à 15 000 exemplaires. Donc, pour ça, nous sommes aux 200 et quelques numéros. Donc, les uns et les autres qui ont des éditos ou bien qui ont des articles à proposer au groupe, je suis ouvert. Donc, j'ai envoyé quelques exemplaires, bien sûr, qui sont plus d'actualité, dans lesquels, quand même, le magazine a tiré la sonnette d'alarme sur certaines politiques d'Afrique. On a pris le cas du G5 Sahel, l'explosion du G5 Sahel dans le magazine, qui sont plus d'actualité, mais nous sommes ouverts. Voilà, c'est une de mes activités, le magazine Afrique Actuelle. Je vous envoyerai le lien par le biais de Mohamed. Ça permettra aux uns et aux autres, bien sûr, de réfléchir sur des articles, sur des reportages, sur des dossiers également.
Voilà. Prochainement, on va afficher ça sur l'écran. Voilà, merci beaucoup. Sandy, nous allons vers la fin de notre émission. C'est Sandy? Oui, je suis à l'écoute. Voilà. Et donc, on va demander à chacun son mot de la fin. Bien, en fait, comme... Dans tous les cas, le ministre va nous joindre. On va quand même l'inviter. C'est peut-être, Inch'Allah, le dimanche prochain. Dans tous les cas, il sera là avec nous. Bien, voilà. Ce qu'il faut retenir d'abord, c'est de remercier tous les invités qui ont quand même, encore une fois de plus, manifesté le désir d'échange dans la fraternité et dans la solidarité. Mais c'est pour dire aussi qu'il y a quand même quelque chose qui est pertinent, la position géographique. Il y a beaucoup de géopolitologues, quand vous les interviewez, quand vous les approchez, en tout cas les plus avertis, ils pensent que c'est la position géographique d'un État donné qui détermine la politique de cet État. Cela m'amène à dire que pour ce qui est du Niger, quand nous regardons la position géographique du Niger, en termes d'espace, que ce soit espace aérien, que ce soit au niveau terrestre ou bien au niveau souterrain, parce que les analyses donc convergent dans au niveau de ces trois paramètres. Si vous avez souvenance, quand l'espace aérien était fermé, vous avez vu le flux au niveau de cet espace, comment les gens ont eu des difficultés à avoir accès à certains pays. Cela m'amène à dire que ça fait partie des options à travers lesquelles le regard du monde se tourne, ou bien la lutte de positionnement au niveau de ce monde terrestre que nous vivons, c'est-à-dire tout est recentré autour de cet espace. Et je vais annexer le Mali et le Burkina avec le Niger pour montrer à quel point, une fois qu'il y a cette fédération de ces trois États, cette alliance qui vient de voir le jour, et pour le futur, ça veut dire que les enjeux du monde, donc le départ, comme on le dit en anglais, le departure, se joue là-bas, au niveau de cet espace géographique. Donc, l'avenir du monde se joue au Sahel. L'avenir du monde se joue au Niger. Et maintenant, quand je vais essayer de quitter l'espace aérien pour venir à l'espace terrestre, donc en matière de terres cultivables, c'est-à-dire si je vais sous l'angle de l'agriculture et de l'élevage, des aires de pâturage, des eaux de surface, à ce niveau également, on retrouve que quand on essaie de voir par rapport donc à la pédologie du sol, c'est-à-dire la structure et la texture des sols, nous retrouverons que le terre cultivable se trouve dans cet espace. Et les eaux de surface également, ce que ça représente, en fait, je parle sous tutelle des géophysiciens qui comprennent, et puis de tous ceux qui travaillent avec ces volets que je viens d'évoquer, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage dans toutes leurs dimensions et leur portée, on sent que ce n'est pas à négliger et chacun des États à travers le monde cherche à devenir un partenaire clé qui, à l'avenir, peut tirer profit de ces espaces-là pour subvenir aux besoins de leur population. Et je vais conclure avec le souterrain. Et à ce niveau également, les recherches ont démontré, moi je ne vais même pas parler de l'uranium ou bien du pétrole, mais je vais parler de la nappe aquifère, ça veut dire l'eau douce dont nous disposons, qui selon, en tout cas les documents que nous disposons à travers le monde, selon les recherches scientifiques, nous pouvons aussi venir au secours de ce monde-là dans les proportions d'une durée, selon les recherches, les probabilités de 100 ans. Alors, de l'espace aérien au terrestre, au souterrain, quand nous essayons donc de nous apaisantir un peu, selon les données, parce que le moment venu, avec les semaines et les jours à venir, nous allons devoir expliquer clairement avec des documents de référence pour que les gens puissent aller faire les recherches pour satisfaire leur curiosité, découvrir que l'avenir du monde se joue au Niger et se joue de manière textuelle, de manière factuelle, se joue au niveau de ces trois pays qu'on appelle le Sahel. C'est-à-dire de ces trois pays qui ont pris la dénomination
de l'Alliance des États du Sahel. Voilà comment je veux que nous essayons encore d'approfondir nos réflexions, de chercher à comprendre le modus vivandis, pourquoi un acharnement, pourquoi cet acharnement autour du Niger, pourquoi cet acharnement autour du Burkina, autour du Mali. Et même en termes de monnaie aujourd'hui, les experts nous ont entretenus pour dire que pour qu'il y ait une banque centrale, nous avons besoin de proportions de 300 à 400 tonnes d'or de réserve. Alors, quand nous prenons, nous sommes des Nigériens, nous parlons de l'usine de Samira, pour la petite illustration. Nous parlons du Mali, nous parlons du Burkina. Et est-ce à dire que nous n'avons pas les moyens de notre politique monétaire? Nous avons bel et bien ce moyen d'avoir notre propre banque centrale pour mettre à dépôt ces proportions de tonnage qui varient entre 300, 325, 350 à 400 tonnes d'or pour avoir une banque centrale. Je parle sous réserve des économistes qui sont parmi nous. Donc, autant de préoccupations qui sont là qui font que nous sommes à l'aise de dire qu'aujourd'hui, le partenariat gagnant-gagnant, comme l'a dit certains des intervenants, nous pouvons tenir tête, nous pouvons être fiers de ce que nous sommes. Et je ne cesse de dire que si nous voulons comprendre la marche du monde, c'est de déconstruire les instruments juridiques. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus encore un jeu ou bien ce n'est plus une réflexion qu'il faut perdre le temps. Les instruments juridiques sont au profit de ceux qui l'ont élaboré. Parce qu'en anglais, on dit, quand on élabore les règles, c'est-à-dire si vous êtes dans un terrain de jeu et que vous jouez, mais les règles sont établies par quelqu'un d'autre, ça veut dire que vous êtes, c'est comme un remote control. Donc, c'est celui qui a établi les règles qui détermine aussi les règles du jeu. Alors ici, il va falloir que nous revenions à déconstruire les instruments juridiques pour faire en sorte que nous soyons à même de participer à l'élaboration des règles et de pouvoir les internaliser, les approprier pour que nos populations respectives pour lesquelles nous pensons que nous sommes les sans-voix, nous parlons à leur place, en lieu et place, que nous puissions être à même de comprendre ces enjeux-là et d'être vraiment au rendez-vous, comme on le dit. C'est-à-dire d'être autour de la table où nous parlons de gagnant-gagnant. Parce que pour parler de gagnant-gagnant, il faut être en mesure donc de comprendre comment ces règles ont été élaborées. Mais à l'état actuel des choses, nous n'avons pas élaboré les règles. Nous sommes en train de subir les conséquences des règles. Donc, voilà comment je tiens à inviter chacun de nous à la réflexion. Donc, au jour à venir, pour que nous puissions encore continuer les recherches, pour que nous puissions encore apporter les informations utiles à nous autres. Parce que la rencontre, Dieu l'a voulu ainsi, ce groupe d'experts. Je vous félicite au passage. Et vraiment, si nous pouvons continuer à vraiment apporter les éléments essentiels de clarification, ça va beaucoup permettre aux masses populaires de comprendre la lutte dans laquelle nous sommes, la démarche dans laquelle nous sommes, parce que la démarche, elle doit être pédagogique, mais elle doit être aussi participative. Une fois de plus, merci à tous nos contributeurs, merci à l'invité Moussa depuis Niamey, et bon vent également à ce nouveau bulletin et qui va permettre aux Nigériens d'avoir les informations. Mustafa Hima et... Oui, I'm sorry, Mustafa Hima. Oui, bon vent donc à la nouvelle structure commerciale et nous sommes là pour nous accompagner les uns des autres. Et le travail continue, la réflexion continue. Merci une fois de plus. Voilà. Chers grands contributeurs, chers invités, Mustafa Hima, nous le considérons comme notre invité de ce soir-là et de ce dimanche-là, le 24 septembre 2023. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain, Inch'Allah, avec Sandy, avec le ministre, hein, Inch'Allah. Oui, le ministre, en réalité, il était avec les ministres des Affaires étrangères du Mali et du Burkina. Donc, d'un moment à l'autre, il va devoir nous joindre pour nous parler de la disponibilité de son calendrier. Sinon, hier, quand nous étions à la mission permanente, il a donné quand même le OK. Ça veut dire qu'il devrait être disponible. Mais à partir de 10 heures, il a reçu des invitations de ses homologues et il s'est excusé. Et nous pensons que nous allons comprendre et nous allons revenir avec sa disponibilité
pour l'amener à échanger avec ses frères et sœurs nigériens, et surtout pour l'émancipation du peuple nigérien. Parce qu'aujourd'hui, l'information, c'est la première arme fatale de la guerre planétaire. Celui qui gagne l'information, et même si c'est sur le terrain de combat, il a déjà gagné la guerre. C'est très pertinent. Merci encore une fois de plus. Merci Sandy. À dimanche prochain, Inch'Allah.